auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la saison. C'est le tout dernier épisode et je vous remercie d'avoir été avec moi depuis le tout début jusque-là. Et la saison, elle a été riche. J'espère que voilà, vous avez passé d'excellents moments en nos compagnies. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que voilà, on a encore un bel épisode à faire pour boucler la boucle et pas des moindres parce que nous recevons une étoile exceptionnelle, une étoile comme on n'en a pas deux au Togo. Mais l'idée est que voilà, d'ici quelques années, nous puissions en tout cas avoir plusieurs autres étoiles qui s'inspirent d'elle. Alors aujourd'hui, nous recevons Madi Foltek. Madi Foltek, bonjour. Bonjour Marek. J'espère que tu vas bien. Je vais bien et toi? Oui, je vais très bien, merci. Alors vraiment, merci d'avoir aussi promptement accepté de participer à cet épisode. Et voilà, on va très rapidement passer à la présentation parce que beaucoup savent, mais beaucoup ne savent pas. C'est-à-dire, beaucoup connaissent le travail de Madi, mais beaucoup ne savent pas qui est Madi. Mais bon, en tout cas, on va corriger ça tout à l'heure. Et puis voilà, c'est parti pour la présentation de l'invité. Silence, s'il vous plaît. Place à la présentation. Madi Foltek, tu es une scénariste togolaise, c'est bien ça? C'est ça. Alors, comment tu en arrives là? C'est ce que nous allons essayer de découvrir tout au long de cet épisode. Et mais quand même, voilà, tu commences ton cursus scolaire à Lomé. Tout le cursus scolaire en fait se passe à Lomé. Et c'est ensuite que tu pars aux États-Unis pour des études supérieures. Alors, en 2008, tu obtiens un bachelor degree, l'équivalent d'un bac plus 4 en communication, option publicité et espagnol à l'université de Saint Thomas, University of Saint Thomas. C'est ça. Ah, ¿qué tal? ¿Estás bien? Muy bien. Estás bien, está bien. Alors, mais quand même amoureuse des mots, de la lecture et du cinéma, tu vas décider de faire de ta passion un métier. Et c'est comme ça qu'en master, tu vas te lancer en études cinématographiques avec une spécialisation en scénarisation. C'est bien ça? C'est ça. Et du coup, tu obtiens en 2012 ton diplôme à la Regents University, toujours aux États-Unis. Puis en 2014, tu fais un choix fort. Tu décides que c'est dans ton pays, ton continent, que tu vas t'installer définitivement pour mener ta carrière de scénariste. Car oui, pour toi, le terrain, il est rugueux sous nos cieux, mais il regorge de talents et de potentiel à révéler et à exploiter. Et tu te considères d'ailleurs comme un soldat au service du développement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle togolaise. Alors, tu ne tardes pas à lier la parole à l'acte, tu deviens très productive et aujourd'hui, nous te devons la création de la série Oasis, la co-scénarisation des séries Hospitality, Hospitalité. Ouais. et Zem, qui sont diffusées sur TV5 Monde. Et aussi, et surtout, l'écriture, la scénarisation de la sensationnelle web-série Aroué que nous ne présentons plus aujourd'hui. Donc, voilà un peu. Et moi, j'ai envie de te poser une question. Okay. Au-delà de ces petits éléments que j'ai pu apporter, est-ce que, voilà, il y a une ou deux choses que tu aimerais ajouter pour que, voilà, le public, enfin, mes auditeurs... voilà, te découvre un peu plus ou sache si voilà, tu as travaillé sur d'autres projets ou réalisé d'autres choses super intéressantes. Je crois que tu as pratiquement tout dit. J'ai travaillé sur des courts-métrages. J'ai fait de la... Enfin, on appelle ça être... comment on appelle ça? Consultante en scénario sur d'autres projets, un projet qui va sortir sur Netflix bientôt. Et puis récemment j'ai écrit un long métrage qui sera bientôt tourné. Donc voilà, on est tout le temps
en écriture. Tout le temps en écriture, ça ne Ouais. s'arrête pas. Voilà. Ouais. Ok, en tout cas, voilà pour la petite présentation, la petite introduction. Et voilà, pour te découvrir un tout petit peu plus, on a des petites questions tout caratives Ça, qu'on va là, te ça me poser. fait peur. Ouais, mais non, à vrai dire, je les appelle des questions tout caratives, mais en vrai, ça va. Ok. Et la première question que j'ai pour toi, en fait, c'est, voilà, si tu devais faire un choix entre le cinéma et Aïmolou, Ah, ça, c'est une question très difficile. parce qu'on sait que tu es fan de cinéma, mais aussi j'aurais appris de sources très sûres que tu es la plus grande fan de Aïmolou au La monde. plus grande fan au monde. Ok. Hein. Et, non, je ne peux pas faire un choix. Les deux vont ensemble. Aïmolou et le cinéma, ça va ensemble. Je peux pas Ok. faire de choix. Impossible de faire un choix. C'est à ce point. Ouais. Ok. Alors là, je vais commencer la phrase et puis tu vas la terminer. Ok. Alors, les hommes togolais et moi, ça match fort parce que. Hum. Est-ce que ça match? Est-ce que ça match? Les hommes togolais, de façon générale, De pas manière hommes grand H. Enfin, si tu préfères partir sur le homme Ouais. avec grand H. Non, tu peux qu'est-ce que aussi. tu voulais dire? C'était homme petit H. Oui, en petit H quand même. Ça match parce que, je sais pas, parce que je suis quelqu'un de simple. Ok. Et puis, j'étais garçon manqué pendant longtemps. Ok. Donc, j'ai cette facilité à me faire des amis hommes. Ok. Ouais. Ok. D'accord. Et encore une autre phrase où je commence et je te laisse terminer. Ok. Une Madi heureuse est une Madi qui vient de. Manger à Imoun. Et ça tombe bien, là, on a un petit plat de wangash De à wangash, déguster. ah. Donc, bon, les amis, souffrez. Mais voilà, je me sers et que je t'invite aussi à te servir. Merci Hein. beaucoup. C'est très bon. Hein? C'est très bon en plus. Je vais essayer. Voilà. Souffrez avec nous. Souffrez. Très bon. Très bon. Ok. Maintenant, dernière question que j'ai pour toi, Madi. Quel est selon toi l'endroit le plus paisible du Togo? Du Togo. Je pourrais pas dire du Togo parce que je t'avoue, et je le confesse, il y a beaucoup d'endroits au Togo que j'ai toujours pas encore visité, que je compte visiter. Donc je peux pas affirmer de source sûre que à cet endroit, mais je me rappelle que à Kbalimé, il y avait un endroit qui était très calme, très reposant. À Nira aussi. Donc, il y a des endroits comme ça, des pépites qu'on peut découvrir, mais j'ai pas. Il me reste encore plein d'endroits à découvrir. Le nord du Togo peut-être aussi? Le nord du Togo, le nord du pays. Oui, je dois découvrir le nord du pays. Vraiment. Parce que je vois des images, quand les gens y vont, ils m'en parlent. Ça fait un moment que je prévois d'y aller. Donc, j'espère vraiment Nous t'y pouvoir y aller. attendons. Ok, Nous j'ai t'y hâte. attendons, nous serons heureux de te recevoir chez nous au nord. Alors, donc, voilà pour les questions toucaratives. Ok. C'est comme ça qu'on clôture la partie sur la présentation de l'invité, en tout cas l'introduction de l'invité. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission sur ton œuvre. Ok. Mes fans, prêtez attention. On va écouter Tonton Maral, qui est l'invité du jour, parler de son œuvre. Alors, Madi, encore merci de partager ce moment avec nous, avec moi. Et Merci là, de me recevoir. de rien, c'est un plaisir. Et là, nous allons parler de ton œuvre, de ton travail. Alors, Madi, moi j'ai envie de te demander en quoi consiste exactement le métier de scénariste? C'est-à-dire, quand un scénariste se réveille le matin, prend son petit déjeuner et va au boulot ou se met à travailler, qu'est-ce qu'il fait exactement? Ou qu'est-ce qu'elle fait exactement? Alors, une scénariste, c'est quelqu'un qui écrit des films et des séries. Voilà, c'est ce que je fais, j'écris des films et des séries.
Euh, alors l'idée peut très bien venir de moi, donc ça veut dire que c'est moi qui ai l'idée du film ou de la série, ou bien ça peut très bien venir également d'un producteur ou d'un réalisateur qui t'approche pour te dire voilà l'idée que j'ai, j'aimerais que tu fasses, que tu écrives une série ou un film pour moi. Une journée typique d'une scénariste, du moins je vais parler de ma journée quand je travaille. Déjà, quand j'écris, ça veut dire que je me réveille très tôt. Déjà, à partir de 4h, 4h30, je commence à écrire. Si je commence à écrire, ça veut dire que tout dépend de la phase, enfin l'étape d'écriture où je suis. Ça veut dire que quand on écrit un film, par exemple, déjà on a l'idée, on part de l'idée, on développe l'idée pour s'assurer que c'est une idée, on va dire, viable. Ça veut dire qu'on a les grandes lignes de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, un peu comme quand on fait une dissertation, on a l'introduction, le corps du devoir, le corps du devoir, pardon, et la conclusion. Le corps du devoir, c'est la partie la plus longue. Donc, pour avoir assez d'éléments pour tenir, par exemple, sur un film d'1h30, ben, il faut que l'idée soit vraiment bien développée. Les personnages, je les caractérise. Donc ça veut dire que je crée des personnages, je dois leur donner vie en fait, comme s'ils étaient des gens réels. C'est comme ça que quand les gens voient les films, ils croient à ce qu'ils voient, ils s'identifient aux personnages et tout ça. Et après ça, bah, ce que je fais, c'est que bah, je me mets à écrire. Je me mets à écrire l'histoire à proprement parler. Donc voilà, si j'ai tous ces éléments-là, genre comment dire, si j'ai déjà la caractérisation des personnages et tout ça et que je dois juste écrire, bah, je commence mes journées à 4h. J'écris sans parler à personne, ça m'aide quand tout est calme autour de moi. Et donc j'écris pendant des heures, je fais des pauses autant que je peux. Je bois du thé, pardon, ici et là. J'adore le thé, donc ça me tient compagnie tout au long de l'écriture. Et puis après, ben, je fais une pause et je reprends l'écriture, quoi. Voilà, donc ce sont ça vraiment mes journées d'écriture. Voilà un peu. Ouais. Ok. Bon, euh, j'avais pas trop envie de parler de Haroué, mais voilà, c'est la chose du moment, c'est la sensation du moment, et puis on peut pas recevoir l'une des têtes pensantes de ce projet sans en parler, ne serait-ce que de 3 minutes. Alors, je voulais te demander à toi, en fait, vu que voilà, tu es à la création, tu contribues à la création de ce projet, comment est-ce qu'il naît et d'où vient l'inspiration en fait de ce travail? Alors, Angela Akere-Bourou et moi, Angela Akere-Bourou, c'est la productrice et la co-créatrice de Haroué. Nous sommes partis du constat que les gens n'avaient pas accès à nos productions. Or, on fait des productions, mais c'est plus panafricain qu'autre chose. Ça veut dire que ce serait disponible sur Canal+, ou sur TV5 Monde. Et c'est pas tout le monde qui a accès à ces chaînes-là. C'est pas toutes les bourses qui peuvent se permettre à souscrire à ces chaînes-là. Donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on fait pour que les gens aient accès à nos produits. Donc, c'est pour ça qu'on avait lancé, je sais pas, il y a bientôt 4 ans maintenant, je crois, cette cagnotte-là pour demander aux gens si on fait des productions de chez nous en Mina, est-ce que ça vous parlerait? Et les réponses étaient plutôt positives. Et donc, on dit, bah, si vous pouvez, accompagnez-nous. Comme ça, on vous fait des contenus qui seront disponibles sur YouTube. Et donc, vous aurez accès à ça plus facilement qu'à nos autres productions. Parce qu'il y avait beaucoup dans la diaspora qui se plaignaient tout le temps parce qu'ils n'avaient pas accès à ce que nous faisions. Donc, Angela et moi, on a réfléchi, on s'est demandé ce qu'on voulait raconter, en fait. Et puis, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas raconter ce qu'on connaît? On se raconte, on raconte nos réalités, nos vécus, parce que ayant vécu aux États-Unis pendant des années, quand je suis revenue, disons que je suis partie à 18 ans du Togo, donc on va dire que j'étais encore une gamine, mais quand je suis revenue en adulte, et il y a des choses que je voyais, que je vivais autrement que quand j'étais là. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je n'allais pas forcément dans les veillées et tout ça, mais quand je suis rentrée, il n'y avait que ça. Genre,
cette personne est morte, on doit aller saluer. Donc j'ai aussi assisté à beaucoup de ces réunions-là pendant les funérailles et tout ça. Donc tout ça m'a inspirée. C'était des choses dont Angela et moi on discutait tout le temps parce qu'on se dit mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi les gens font ci? Pourquoi les gens font ça? Donc c'est vraiment comme ça qu'à Rouen, on a décidé de se raconter, de raconter nos vécus, de raconter notre quotidien et voilà. Yeah. Ok. Et du coup, pour comment dire, le choix des acteurs, est-ce que voilà, genre vous êtes parti direct sur des personnes avec qui vous aviez déjà l'habitude de collaborer, ou il y a eu des castings et tout ça, sachant que c'était pas vraiment rémunéré. Du coup, comment est-ce que on invite des gens à venir faire un casting, sachant qu'on va pas les payer, ou comment est-ce qu'on arrive à convaincre des personnes qui ont déjà une certaine notoriété de venir travailler sur ce projet alors qu'ils seront pas payés? Je dirais que tout est une question de transparence. Parce que Yobo Studio, Vego, Angela, c'est Angela qui dirige Yobo Studio et c'est quelqu'un de très transparent. Donc, si dans le passé, les personnes qui sont venues, la plupart avaient déjà travaillé avec Yobo Studio, ils ont été payés. Donc, ils savent que s'il y a le budget pour, vous êtes payés. Mais là, elle leur dit clairement, sur ce projet, vous n'allez pas être payés parce que ce qu'on a récolté, ça sert à peine à louer peut-être des maisons ou bien à vous nourrir sur le plateau, à vous donner le transport, mais rien d'autre. Et donc, la plupart savent que si elle les contacte pour un projet et leur dit clairement, voilà, vous n'allez pas être payé, est-ce que vous êtes intéressés? Ils sont venus déjà parce qu'ils ont eu à travailler avec Angela dans le passé. Et puis les gens qui faisaient partie de l'équipe, il y a Emmanuel Badaké qui était le premier assistant réalisateur. Je crois que c'est même lui qui a convaincu Benoît Sorli. Donc les gens savent, enfin les gens qui sont dans le domaine, les acteurs surtout, ils ont déjà une idée de qui nous sommes, de ce que nous faisons. Donc si on vous contacte et on vous dit, bon, on a un projet, mais il n'y a pas d'argent, est-ce que vous êtes intéressé? C'est vraiment choix libre, quoi. Et donc ils ont accepté, mais ils ont accepté beaucoup plus aussi parce que c'était en Mina. Ok. Parce que c'était vraiment la première fois que Yobo Studio faisait un truc, Yobo Studio Vegan faisait un truc dans un mélange de Mina français. Et donc les gens étaient intéressés, mais même les acteurs confirmés, quand je dis confirmés, les acteurs qui avaient déjà travaillé avec nous, tout le monde a passé le casting. Donc pas les doyens, mais tous les acteurs ont fait un casting. Peu importe le projet, quand il y a quelque chose, on leur fait passer un casting parce que vous pouvez être bon acteur, mais c'est pas à tous les rôles forcément que s'il y a un rôle en tête et que vous venez, on se dit parce qu'il y en a un, il a fait un casting et on s'est dit finalement non, tu vas prendre ce rôle-là, c'est celui qui a joué Socrate. Le philosophe, les émissions philosophe. Ouais, donc il était venu pour un autre rôle, mais on s'est dit, finalement, il peut faire ça. Donc c'était vraiment une question de transparence, c'est pas une affaire de venez tourner, on va voir ce qu'on peut vous trouver. Non, dès le début, on a été clair avec les gens. Ok. Parlons de Socrate le philosophe. Franchement, pour nous et pour moi particulièrement, ça a été une très belle surprise parce que je le voyais sur les réseaux, je connaissais le photographe, de temps en temps le chanteur, mais je ne savais pas qu'il pouvait être aussi un excellent acteur. Et je pense que j'en parlais avec un ami, je ne sais pas, il y a quelques jours, et pareil, la personne, l'ami, il a été complètement sous le charme quoi, de ce cas. Est-ce que vous-même, vous vous attendiez à ce qu'il performe aussi bien? Ce qui est bien avec Florent, l'acteur, c'est qu'il a cette aptitude-là quand on lui confie un rôle, de s'y donner à 1000% et de proposer des trucs un peu décalés. Genre parfois, je peux créer un personnage et c'est pas forcément... genre les acteurs donnent une autre direction au personnage. C'est pas forcément ce que j'avais en tête, mais ça améliore en fait ce que moi j'avais en tête. Et c'est ce que Florent a fait. Il a fait exactement, parce que j'avais imaginé le truc et quand c'est sorti, pour une fois, je lui ai dit tu sais quoi, c'est exactement ce que c'est aller au-delà de ce que j'avais imaginé parce que c'est ce que les aiment, c'est comme ça qu'ils font ici. Donc il a vraiment super bien joué, vraiment. En tout cas, je confirme, nous avons tous kiffé, et franchement j'ai été agréablement surpris par son travail et pour en fait la deuxième saison des Étoiles du Bled, j'aimerais quand même pouvoir le
recevoir, mais surtout en tant que photographe avec... Ouais. Ah ouais, il a avec- plein de cordes. Ah, bah, à son Ah ouais, arc, donc on ouais. pourra aborder Directeur tout ça, photo, voilà. ouais. Justement, si, Mm. si le cœur lui en dit, bien sûr. Donc, voilà. Et maintenant, il y a une saison 2 qui se prépare, en tout cas qui est en projet. Et déjà, qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on peut vraiment espérer que ça va se faire? Est-ce qu'on peut... Pour combien de temps est-ce que cela pourrait prendre? Est-ce que ça prendra 1 an, 2 ans? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui sont en train de sortir de la tête là? Ou voilà, on veut savoir un peu. Bon, Si. je ne vais pas donner de temps, ça Mhm. c'est sûr, parce que on n'a même rien écrit encore. C'est vrai qu'on veut faire une suite. Enfin, on a lancé la cagnotte. L'idée, c'était vraiment de pouvoir payer tous ces acteurs-là qui avaient travaillé sur le projet avant gratuitement. Mm. Parce que bon, toute personne doit pouvoir Vivre de son vivre. travail. Voilà. On leur a demandé une fois de le faire. On ne va pas les obliger à le faire une deuxième fois. Mm. Surtout que ça a été un succès. Donc, c'était ça l'idée. C'est pour ça qu'on a lancé la cagnotte pour pouvoir faire cette série comme on peut la faire et payer les gens ce qu'ils méritent en fait. Mm. On n'a pas atteint l'objectif, bien évidemment, mais bien loin de l'objectif. Mais on se dit, on va essayer quand même de faire quelques épisodes de plus. Je ne peux pas en dire plus pour le moment puisqu'on n'a encore rien fait. Mhm. Mais on verra. C'est peut-être pas tous les personnages qu'on va retrouver. Donc tout dépend de l'histoire qui est racontée. En fait, rien n'a encore été Mhm. construit. Ok. Donc il faut que je réfléchisse à ce qu'on va faire pour la suite. Mais on veut vraiment faire une suite, même si c'est pas forcément une suite directe. On va Mhm. voir ce que ça va Ou donner. peut-être un long métrage. En Pour, fait, en parlant de long métrage, il y a Vegon. Vegon, c'est l'association qui a lancé Arwe. Ok. On est dans cette optique-là de fournir du contenu au public togolais, parce que le public a soif de contenu togolais. Mhm. Donc, Vegon a lancé une série de longs métrages qui vont sortir à partir du 4 août Ok. au Grand Rex. Ok. Donc l'idée, c'est de donner envie aux Togolais d'aller consommer togolais, en fait. Ok. Donc, je crois, pendant je ne sais combien de mois, un film va sortir. Je crois qu'il y a 8 films au total. Oh. Donc, un film va sortir et sera au cinéma pendant 3 semaines. Ok. Et puis, un autre sortira et un autre sortira. Ok. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ce sont des films, low cost, que Vegan a lancé. Donc, on a commencé d'ailleurs à faire la communication sur nos pages, Mhm. Arwe et tout ça. Ok. La page Arwe Web Série sur tous les réseaux sociaux. Ok. Voilà. Il n'y aura pas que Arwe, non? Ou il y aura... Ce sera Non, c'est- principalement des rushs qui ont été retravaillés d'Arwe. Non, en fait, je ne peux pas donner encore trop de détails sur ça. Je suis en train de toucher le doigt. Non, il n'y aura pas que Arwe. Il y a vraiment des films low cost qui ont été tournés sur fonds propres, en fait. Ok. Ouais, pour donner du contenu. Parce que l'idée, c'est que si ça marche, chaque fois, il y aura des films qui sortiront comme ça, des longs métrages avec les acteurs que les gens connaissent, quoi, qui sont dans des rôles complètement différents. Ouais. Ok. Mm. En tout cas, je pense que je veux pas continuer de trop pousser, sinon tu seras tenté de lâcher quelques Non, secrets. non, Je veux peux pas. Je peux pas Voilà, ce n'est lâcher. pas le but, ce n'est pas le but. Ouais. Et puis voilà, bon, on va fermer la page Arwe et ouvrir une autre page. Ok. On va parler d'un de tes bébés. Un Ok. bébé qui est sorti encore sur Arwe, Hospitalité, sur Zem, tu as été contributrice, mais il y a un projet en particulier sur lequel tu as été la véritable tête pensante, c'est-à-dire tout est venu de toi. Ok. Je parle de la série Oasis Mhm. et un peu comme Arwe qui en fait est la résultante en fait de nouvelles expériences que tu as vécues dans ton contexte africain togolais. Il y a la Oasis qui est une série qui a été inspirée aussi peut-être tu nous diras d'une expérience que tu as eue, d'une expérience professionnelle, c'est bien si je ne me trompe pas, Ouais. de gestionnaire de complexe ou de résidence de luxe. Ouais. C'est bien ça? Mhm. Alors, comment est-ce que, voilà, de ce travail de gestionnaire, tu en arrives à la création de Oasis
Et voilà, comment tout ça se passe et comment cela se matérialise et quel est toi-même ton sentiment par rapport au produit final aujourd'hui? Alors, Oasis, en fait, j'ai travaillé et vécu dans un complexe immobilier pendant 5 ans. Et c'était un grand complexe. Ça, c'était pas un complexe de luxe, mais c'était un complexe d'appartements. Il y avait, je crois, près de 800 appartements. Donc, c'était quand même très grand. Et il y avait toute une panoplie enfin, de locataires, quoi. Donc, il y avait des locataires africains, latinos, hispaniques, il y avait des locataires américains. Donc, il y avait vraiment un grand brassage culturel. Et ayant vécu et travaillé là-bas pendant 5 ans, j'en ai vu des choses. Donc, il y avait des choses que je trouvais, comment dire, excentriques parfois. Il y avait des choses rigolotes, je dirais. Mais c'était une belle expérience pour moi parce que c'est là où j'ai découvert le management immobilier. Et donc, après, je crois, 11 ans aux États-Unis, quand j'étais dans l'avion et que je revenais au Togo pour de bon, disons que je faisais une rétrospective des années passées aux États-Unis et la plupart des souvenirs revenaient à ce complexe immobilier-là où j'avais quand même passé 5 ans. Et donc, je me suis dit, mais ce serait bien d'écrire quelque chose sur ça. Tous ces gens que j'ai rencontrés, toutes ces, disons, aventures qu'il y a eu sur le complexe, faire un concept de cour commune au Togo, quoi. Parce que bon, là, maintenant, je crois qu'on commence à avoir des complexes immobiliers comme ça. Mais je me suis dit, ce serait bien de faire un truc comme ça au Togo. Donc, j'ai commencé à écrire quelque chose dans l'avion. Mais bon, c'était sans plus. À la base, c'était censé être une web série. Et puis, je suis rentrée, je crois, en avril. Et en novembre, décembre, j'ai rencontré Angela Akayaboro et Jean-Luc Ravatel. Et ils m'ont demandé si j'avais déjà un projet. J'ai dit, bon, il y a un truc comme ça que j'ai. Mais bon, je n'ai pas trop développé. Ils ont lu, ils ont trouvé intéressant. Ils se sont dit, bah, ce serait bien. On commence à travailler sur hospitalité. Et si la collaboration marche, bah, on ira sur Oasis. Donc ça a marché et puis on s'est dit bah, on va développer, on va faire Oasis. Angela a beaucoup à voir dans certains personnages de Oasis parce que il y a des personnages qui devaient être autre chose, mais on a changé, on a renforcé les choses pour que ce soit plus percutant en fait. Et donc c'est comme ça que l'aventure Oasis est née. Et on a mis du temps avant de travailler avec Canal+, parce que il y avait je crois que c'était RTI, je ne sais plus, c'est une chaîne ivoirienne qui était intéressée, mais ce qu'ils voulaient, c'était que ce soit déjà beaucoup plus d'épisodes et que ce soit tourné en Côte d'Ivoire, avec des acteurs ivoiriens. Et je ne voulais pas. Parce que je me suis dit, je suis rentrée au Togo pour contribuer ici. Donc, si on veut contribuer ici, c'est qu'il faut développer les talents ici, mettre en avant les talents ici. Et c'est pas la Côte d'Ivoire que je veux développer, c'est le Togo. Donc, j'ai dit non. Ensuite, je crois, on avait, je sais plus si c'est Côte Ouest, on avait fait un pilote, mais finalement, ça n'a pas marché. Et puis, on a été sélectionné au Festival de fiction de La Rochelle. Ils ont montré le pilote, ils ont projeté le pilote, et il y avait une des patronnes de Canal+ qui était là, qui a été intéressée, et c'est comme ça que l'aventure a commencé avec Canal+. Donc, c'est une fierté pour moi parce que ça fait partie généralement, quand on voit des séries sur Canal+, on voit une saison, mais on ne voit pas de suite. Et Oasis faisait partie de ces premières séries-là qui ont fait saison 2, saison 3. Donc, c'est une fierté pour moi parce que on est parti de loin et au fil du temps, les acteurs aussi ont évolué, ils se sont améliorés et donc les saisons 2 et 3 étaient bien meilleures pour moi que la première saison parce que c'était un test pour nous tous. Donc c'est quand même une fierté pour moi parce que c'était mon tout premier bébé. Donc Oasis aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Voilà. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà. Maintenant, moi je vais te confesser une chose, je n'ai pas eu l'occasion de regarder
la série. J'en ai entendu parler, je sais qu'elle existe, je sais qu'elle a été très bien accueillie par les critiques, mais je n'ai pas eu l'occasion de la voir. Alors, comment est-ce que en tant que Togolais, qui veut regarder, qui veut suivre le contenu qui a été produit par voilà, ma concitoyenne togolaise, je fais comment aujourd'hui pour accéder à cela? C'est ça le problème que nous avons. À moins d'avoir comment on appelle ça, un abonnement Canal+, c'est compliqué d'avoir accès. Parce que si les gens ont un abonnement Canal+, ils peuvent avoir accès à la série en replay sur MyCanal, sur Internet. Mais si tu n'as pas un abonnement Canal+, c'est compliqué parce qu'en plus, Canal+ a l'exclusivité pendant 10 ans. Les droits pendant 10 ans. Donc, c'est pas comme si on pouvait prendre ça et mettre sur nos chaînes YouTube. Donc, c'était ça l'idée aussi. C'est pour ça qu'on s'est un peu éloigné des chaînes panafricaines pour pouvoir faire nos trucs ici. Pour que les gens partout dans le monde puissent y avoir accès. Voilà. Donc, Oasis est sorti en quelle année? En 2019. La première saison est sortie en 2019. Donc, en 2029, hein, tu vois que c'est long, quoi. Mais et il faut que ce soit Canal+, il faut avoir un abonnement Canal+ Afrique, non? Ou peu importe? Je crois qu'il y a des gens en France qui m'ont dit que s'ils ont le bouquet Afrique, qui est un peu plus cher, je crois, on peut quand même y avoir accès. Voilà, parce que moi, je n'ai pas le bouquet Afrique. Il y a beaucoup qui n'ont pas le bouquet Afrique. Donc, j'avais cherché, je n'ai pas trouvé. C'est ça. Si tu n'as pas le bouquet Afrique, tu n'y as pas accès. Mais c'est quand même... C'est pour ça que ceux qui reviennent ici pendant les vacances, ils prennent les abonnements de leur famille pour regarder pendant qu'ils sont ici. C'est toujours... je crois que c'est toujours... je pense, hein. Je pense. Mais je pense qu'à la maison, ici, nous avons le bouquet. Mais bon, ça je crois qu'ils ont repris la diffusion. Oh, ok. J'ai appris la dernière fois qu'ils ont repris la diffusion. Ok. Donc, en tout cas, merci en tout cas pour ces infos. Je vais essayer de trouver une personne qui a l'abonnement au Canal+ Afrique et afin de pouvoir regarder aussi et ensuite faire un retour. Sur cette production. Voilà un peu, on a un peu parlé de ton bébé, on a parlé de votre bébé phare aussi du moment. Et avant de clôturer sur cette partie où on parle vraiment de ton travail et tout ça, j'aimerais aussi qu'on aborde comment ça a commencé, qu'on revienne sur les tout débuts. Alors, il m'a semblé comprendre que, à l'âge de 12 ans, alors que maman était un peu souffrante, voilà, pour lui faire passer le temps, pour lui faire, ou pour la faire peut-être oublier la douleur et tout ça, machin. Alors, madame m'a dit, c'est mademoiselle à cette époque, la jeune mademoiselle m'a dit, c'est amusé à lui pondre des petites histoires et tout ça, et elle a fort apprécié et elle t'a encouragé à aller dans ce sens. C'est exactement ce qui s'est passé? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, j'ai toujours aimé écrire et lire, mais écrire à l'époque c'était plus, tu sais, quand on fait des rédactions à l'école, j'étais de ces gens qui aimaient quand on nous disait comment est-ce que vous avez passé les vacances. J'adorais créer des trucs même qui n'étaient pas vrais, mais j'avais pas écrit d'histoire jusque-là. C'était beaucoup plus la lecture. Et donc quand justement ma mère a été hospitalisée, je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour la divertir un peu? Donc, c'est comme ça que j'ai écrit une toute petite histoire que je lui ai donnée. Elle a lu et elle a dit, c'est vraiment quelque chose, il y a un potentiel, continue d'écrire. Ma mère est ma fan numéro 1. C'est elle qui m'a poussée à écrire, c'est elle qui m'a appris la dactylographie. Parce qu'elle s'est dit, si tu dois écrire, ce serait mieux de taper tes histoires, en fait. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, j'ai pas cessé. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Une petite histoire qui a donné vie à d'autres histoires. Voilà. Ouais. Et du coup, cela veut dire que dès le début, tu as eu le soutien de tes parents, de ta maman surtout. Parce que généralement en Afrique, quand si tu te lèves, tu dis, bon, j'ai un diplôme, j'ai un bac plus 4 en communication.
Mais moi, j'ai envie d'écrire des films. Et en plus, je veux le faire au Togo ici. Bon, faut quand même, faut quand même avoir du cardio pour ça, parce que c'est pas évident. Donc, j'imagine que les parents, ils ont été d'un grand soutien dans tes Oui, choix. en fait, le truc, c'est que quand j'écrivais, c'était pas pour. J'écrivais pas. L'idée, c'était pas de devenir. Puisqu'à l'époque, j'avais pas vraiment cette notion de scénariste. Je savais pas ce que c'était. Moi, c'était les nouvelles que j'écrivais. Et donc, c'était pas quelque chose qui devait être mon métier. Je le faisais par passion. C'était un hobby, en fait. Mais depuis le début, je sais que mes parents m'encourageaient. Parce que j'avais écrit un roman, on va dire, pour un jeune adulte. Et ma mère avait trouvé, comment on les appelle, genre une maison d'édition, pour m'aider à sortir le roman, en fait. Mais je ne l'ai pas fait, je crois que j'avais 16 ans à l'époque, je ne l'ai pas fait parce que le monsieur, il voulait tout changer. À l'époque, je savais déjà ce que je voulais. Et donc, je ne voulais pas qu'on modifie mon histoire, en fait. Donc, depuis ce temps-là, je savais qu'il y avait ce soutien, mais ce n'était pas quelque chose que je voulais faire. Je ne savais pas que j'en ferais mon métier. Donc, quand j'ai choisi, au début, je voulais être interprète. Ok. Ouais. Et puis, il y a les publicités qu'on faisait à Lomé que je ne supportais pas. Je ne supportais pas les pubs qu'on faisait à Lomé. Je trouvais que c'était horrible. Et donc, j'ai décidé, ce que j'allais faire, c'est étudier la publicité et revenir et révolutionner le monde de la pub au Togo. Ok. Il y a encore du travail en ce moment. Il y a encore du travail. Mais par rapport à avant, c'est mieux. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais une fois que j'ai eu mon bachelor en publicité, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. C'était pas, j'ai fait des stages et tout ça, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et donc j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à parler à mes anciens professeurs et puis à mes profs qui a toujours voulu que je devienne écrivaine. Il me dit, mais tu m'as toujours dit, tu as cette passion pour l'écriture, tu as cette passion pour le cinéma. Pourquoi ne pas devenir scénariste? Jusque-là, je savais qu'il y avait des gens qui écrivaient des films, mais je n'ai jamais fait de recherche à ce sujet. Donc j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte en fait que c'était ce que je voulais. C'est vraiment ce que je voulais faire. Genre, c'est comme si ils avaient pris ce qu'il y avait dans ma tête et ils l'avaient mis, tu vois, sur les sites où je faisais des recherches et tout ça. Et donc j'ai dit à mes parents que finalement mon master, je ferais la scénarisation. Ok. Ils n'étaient pas surpris. Ils étaient juste surpris que j'avais mis autant de temps. Ok. Parce que pour eux, j'allais faire quelque chose qui avait à voir avec l'écriture, en fait. Et donc, ils m'ont soutenue. Ils m'ont soutenue. Mais avant ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée au Togo, disons pour faire un sondage, parce que je voulais m'assurer que... Parce que l'idée, c'était de devenir scénariste et de faire quelque chose au Togo. S'il n'y avait pas besoin de scénariste au Togo, ce n'était pas la peine pour moi de... Donc, je suis rentrée, donc j'ai fait des sondages et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un besoin de scénariste. Et donc, ça m'a, disons, confortée dans l'idée, dans ma décision de devenir scénariste. Et je suis allée faire des études et puis voilà, après, je suis rentrée. Après, tu es rentrée. Ouais. Et ça, c'est la transition parfaite pour la troisième partie, la partie qui concerne le sujet taillé sur mesure. Donc, petite pause rapide et c'est parti pour le sujet taillé sur mesure. Ok. Ouais, gars, dis-moi, est-ce que t'as une machine à coudre? Ah tiens, non. Pourquoi? On m'a dit qu'il fallait tailler un sujet sur mesure. Bueno, cher Madi, Yes, balance. vraiment, je me régale à t'entendre, à t'écouter. Encore merci, je pense que je te remercierai jamais assez de partager le dernier épisode avec moi. Et tout à l'heure, tu disais que tu es rentré, tu as sondé le terrain, tu t'es rendu compte qu'il y avait effectivement un besoin de scénariste. Tu es parti, tu as fait le master dans le domaine et tu as décidé de revenir. J'ai envie de dire, mais quelle audace! Mais pas audace dans le mauvais sens, mais quelle audace dans le bon sens. Parce que déjà, beaucoup de gens veulent faire le sens inverse. Toi, tu as eu l'opportunité de te rendre aux États-Unis, d'y faire tes études, de les conclure brillamment et même
d'obtenir une offre d'emploi Ah ouais, tu as dans fait la tes boîte recherches. où tu avais tes fait ton recherches. stage. Mais tu dis non, moi je ne reste pas, Mm, je rentre. mm, Et je rentre pour devenir scénariste au Togo. Déjà, on n'est pas sûr que ça paye bien, on ne sait pas. mhm, À vrai dire, tu nous diras, mhm. mais il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Mm. Mais tu décides de rentrer. Alors, déjà, dans le sujet taillé sur mesure, on va faire un mélange de ton expérience personnelle et de la question générale de retour en Afrique. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se vend de plus en plus. Il y a pas mal de gens qui veulent rentrer et tout ça. Il y en a qui rentrent et qui sont déçus. Il y en a qui rentrent et qui font bien leur petit trou. Par rapport à toi, comment est-ce que déjà, en fait, raconte-moi un peu pourquoi vraiment tu tiens à rentrer. Comment ça se passe pour toi quand tu arrives? Et voilà, quel est ton avis général? Est-ce que tu encouragerais d'autres personnes à aussi faire le choix de revenir à la maison? Alors, quand je quittais le Togo, l'idée, ce n'était pas d'aller rester aux États-Unis. Ok, C'était d'aller faire mes études, apprendre ce que je pouvais apprendre et revenir. ok, C'était toujours ça l'objectif. C'est vrai que je suis rentrée plus tôt que prévu. Mais j'avais toujours pour l'idée de revenir au Togo un jour. ok. Donc de ce côté-là, c'était pas compliqué. C'est vrai que la façon dont je suis rentrée, c'était un peu précipité dans le sens où je me suis réveillée un jour et j'ai décidé, ben, je rentrais. J'ai tout vendu, je suis rentrée. Mes parents n'étaient même pas étonnés, ils sont habitués. Mais quand je suis rentrée, c'est vrai que c'est pas évident. Quand moi je rentrais, mon plan B, c'était mon plan A. Ça veut dire que j'allais tout faire pour que ça marche ici. C'était pas genre, j'ai cette option de pouvoir retourner aux États-Unis si ça ne marchait pas, parce que j'ai l'impression que ça veut dire que j'allais pas donner mon 1000%. Donc, mon objectif depuis le début, c'est vrai que les choses n'étaient pas vraiment développées, surtout que je revenais pour faire un métier dont beaucoup n'avaient jamais entendu parler ici, parce que quand je suis rentrée, la famille, les oncles, les tantes, ou bien les amis des parents, c'était mais elle rentre pour faire le cinéma. Est-ce qu'il y a le cinéma au Togo? Pourquoi vous la laissez faire? Blablabla. Et nos parents nous ont toujours conseillés, mais ils nous ont toujours laissé faire nos choix. Genre, si tu décides de faire quelque chose, fais-le bien. Et donc, c'est dans cette optique, quand je suis revenue, au début, j'avais travaillé avec, comment elle s'appelle, Christelle Akereboro. Elle avait une école de cinéma ici. À l'époque, je crois que c'était vraiment la seule école de cinéma à l'époque. Donc, j'ai travaillé. Avant, quand je suis revenue faire le sondage, je l'avais rencontrée. Et je lui disais que j'allais rentrer une fois que j'aurais fini mes études. Elle m'a pas cru. Et donc, elle s'est dit, bon, voilà quelqu'un encore qui revient. Donc, elle s'est dit que je n'allais pas rentrer. Donc, quand je suis rentrée, je l'ai appelée. Elle était complètement sonnée parce qu'elle s'est dit, c'est pas possible. Et donc, j'ai un peu travaillé avec elle, histoire de voir comment les choses se passaient sur le terrain. Parce que c'est une chose de te faire dire, en fait, voilà comment les choses se passent. Et ensuite, d'être sur le terrain, de voir les réalités. Donc, j'ai un peu travaillé avec elle. Et puis, j'ai rencontré Angela et Jean-Luc assez rapidement. Donc, disons que c'est la chance que j'ai eue, je crois, c'est une chance et une bénédiction, c'est d'avoir rencontré Angela et Jean-Luc. Parce qu'eux aussi, ils avaient besoin de scénaristes. Et moi, j'avais besoin de producteurs, de réalisateurs, parce que des gens qui avaient, disons, la même vision que moi, qui avaient cette culture de l'excellence-là. Donc, j'ai eu cette chance-là de pouvoir collaborer avec eux et de pouvoir avancer. Alors, je ne sais pas comment les choses auraient été si je ne les avais pas rencontrés. Donc, c'est cette chance-là que j'ai. Et donc, attends, rappelle-moi la question. Oh, en fait, la question, elle est super ouverte. Hein. Ouais. Déjà, le retour, comment Ouais. ça se passe? Ouais. Est-ce que voilà, tu rencontres des difficultés? Est-ce que finalement tu as eu raison de rentrer? Et puis, est-ce que surtout tu conseillerais aussi à d'autres personnes qui souhaitent en fait rentrer? Bien sûr qu'il y a eu des difficultés parce que c'est un domaine
que les gens ne maîtrisent pas beaucoup. Même aujourd'hui, quand tu dis scénariste, je crois avec Arouet, la notion de scénariste est plus connue. Parce que quand les gens me voient dans la rue, ce qui me fait bizarre d'ailleurs, c'est « Ah, vous êtes Madi Foltek, la scénariste d'Arouet ». Avant, les gens ne savaient pas ce que c'était scénariste. Donc je crois que Arouet aussi a aidé, mais de façon générale, quand j'étais rentrée, bon, les gens se débrouillaient. Je crois à l'époque, j'étais la seule à avoir fait des études de scénarisation. Mais il me fallait une période d'adaptation. La chance que j'ai eue, c'est que je rentrais souvent. Je crois après les 4 premières années aux États-Unis, je suis rentrée au moins chaque année ou tous les 2 ans. Donc ça m'a aidé à quand même avoir des racines ici. Garder un pied à terre. Voilà, mais c'est différent quand tu rentres pour les vacances et quand tu reviens. Donc il y a eu cette période d'adaptation-là et je crois que c'est important que les gens prévoient cette période d'adaptation dans leur projet de retour. Parce que tu ne peux pas rentrer avec une conception de je vais venir changer les choses. C'est moi qui connais, je vais venir tout vous montrer ici. C'est pas possible. Ça marche pas comme tu ça. peux comprendre, connaître quelque chose, d'accord. Mais quand tu viens, il y a des gens qui étaient ici avant toi. Il y a des gens qui savent comment ça se passe. Vous mettez vos connaissances ensemble. Tu ne peux pas te dire que tu es supérieur aux autres parce que tu as fait des études aux États-Unis. Donc, il faut trouver un moyen de concilier les deux. Ce que tu as appris aux États-Unis, ce qui marche ici. Et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu faire dans Arouet aussi, dans cette optique de... Il ne faut pas revenir de l'Occident et te dire que la façon dont je pense, la façon dont je vois les choses, c'est comme ça doit se faire. En même temps, ici, il y a des choses qu'on fait, tu te dis, bon, on doit essayer de faire mieux. Donc, trouver cet équilibre-là. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire au début. Parce que des choses qui marcheraient aux États-Unis ne peuvent pas marcher ici, donc tu es obligé d'adapter. Et donc, ça faisait partie des difficultés et aussi de l'ignorance qu'il y avait autour de mon métier. Parce que c'est un métier très prenant, c'est un métier très mental, c'est un métier très solitaire et les gens ne comprennent pas que tu dois être payé à ta juste valeur. Parce qu'on se dit, tu vas juste écrire quelque chose. Je dis, si c'est aussi facile, écris. Tu vois, donc il y avait cette ignorance autour de mon métier et donc je crois que ça faisait partie des difficultés pour moi. Ensuite, le retour, non, pour moi, je ne regrette pas d'être rentrée. C'était la meilleure chose pour moi, la meilleure chose à faire. La preuve, 10 ans plus tard, je suis en mesure de dire que j'ai quand même contribué autant que je peux. Je fais des formations parfois 1 fois par an à l'Institut Don Bosco qui est dans le multimédia, qui forme des jeunes et tout ça. Donc je contribue à ma manière, donc je crois que je sais que j'ai eu raison de revenir parce que quelqu'un devait le faire. Si on reste tous à l'extérieur, qui va construire le tout. Ouais, justement. Donc je ne regrette pas du tout d'être rentrée. Je suis confortée dans cette idée que j'ai pris la bonne décision pour moi et pour le pays d'ailleurs. Et pour le pays, parce que d'une certaine manière aussi, tu vas inspirer déjà par les formations que tu fais et tout ça, tu vas inspirer des jeunes à suivre tes pas, à faire des recherches dans ce sens et aussi à embrasser ce métier de scénariste. Vraiment. Et ce n'est que du bénéfice pour l'industrie du cinéma de manière générale. Comme je disais, l'ignorance qu'il y a autour de mon métier, je crois avec Arouet, ça a permis à quand même pas mal de parents d'en savoir plus. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout les filles, qui me contactent et me disent, me demandent comment j'ai fait pour que mes parents acceptent que j'embrasse ce métier-là. Et donc je crois qu'avec Arouet, il y a quand même pas mal de parents qui en savent plus sur ce métier, savent que c'est une possibilité, c'est vraiment un métier, c'est pas un hobby, c'est vraiment un métier. Et puis, attends, tu m'as posé quoi comme question, genre, qu'est-ce que je recommanderais aux gens? Est-ce que tu encouragerais aussi d'autres personnes à revenir si elles le souhaitent? Oui. Bon, moi, j'ai toujours été dans cette optique de, il faut revenir, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas revenir
en se disant je viens juste pour un temps. Mhm. Si tu rentres, c'est que tu rentres. Mais avant ça, il faut faire tes recherches. Mm. Ça dépend du domaine dans lequel tu es. Moi, je suis dans le domaine du cinéma. Je savais que le terrain était vierge et qu'il y avait tout à faire. Donc, je savais que je revenais et que ça ne serait pas facile. Il ne faut pas revenir dans cette optique de « Ah ouais, tout va être facile parce que j'ai des diplômes, on va m'ouvrir Toutes les portes. les portes. » Non. Il faut faire des recherches, il faut savoir ce que tu veux. Parce qu'il y a beaucoup qui reviennent et puis après 3 mois, 6 mois, ils sont découragés et puis ils s'en vont. Mais il faut compter, comme j'ai dit, la période d'adaptation. Mais moi, j'encouragerais les gens à revenir. C'est pas évident, hein? Non, ouais. Mais ouais. Et comment dire, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, en tout cas aux parents qui nous écoutent, que le métier de scénariste au Togo, quand même, avec beaucoup d'efforts, ça paye quand même bien? On va pas mentir. Et ça aussi, c'est le souci des parents, parce que tout parent veut que son enfant puisse gagner sa vie comme il faut. Si je ne travaillais que sur des projets togolais qui se passaient ici, je pense que ce serait compliqué pour moi. C'est pour ça qu'à la base, on travaillait sur des projets panafricains pour que qu'on puisse gagner plus. Parce que ce que moi je vaux, et ça aussi c'est un problème que nous les femmes nous avons du mal à dire ce que nous valons. Genre quand on nous donne un cachet, on a du mal à négocier. Alors qu'on vaut tellement plus, on ne doit pas avoir de mal à dire non, voilà ce que je vaux, voilà ce que je dois être payé. Mais ici, compte tenu des réalités, ce que je demanderais, je ne sais pas sur un projet panafricain, je ne peux pas le demander sur un projet togolais. Voilà. Et donc, c'est compliqué de gagner sa vie en tant que scénariste genre ici, en ne travaillant que sur des projets, disons, à petit budget ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut, comment dire... ouvrir ses horizons. Voilà. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'écriture. Je ne veux pas faire autre chose. Mais faire des formations, par exemple, ça te permet de gagner. Voilà. Ou bien être consultant sur un projet. Ça peut te permettre de gagner quelque chose. Des ateliers de formation, tu vois. Il y a des gens qui peuvent travailler dans des écoles de cinéma, donc enseigner de façon régulière. Donc, il y a des moyens Il y a beaucoup de scénaristes qui sont réalisateurs, par exemple, ou qui sont, je ne sais pas, costumiers, ça dépend. Ça leur permet de travailler sur des plateaux de tournage tout en continuant de gagner leur vie. C'est à double tranchant. Donc, le métier de scénariste aujourd'hui au Togo n'est pas encore aussi rémunérateur que ça devrait l'être. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Mais bon, moi, je suis venue avec cette optique de c'est ce que je veux faire. Donc, quoi qu'il arrive, on va le faire. Du coup, j'imagine aussi qu'avec aujourd'hui, l'accès qu'offrent les services de vidéo à la demande, tout ce qui est Netflix, Amazon Prime et tout ça, on a quand même aussi la possibilité de collaborer avec des personnes dans d'autres continents et tout ça, tout en étant sur place, non? C'est possible, mais le truc avec Netflix, par exemple, c'est Netflix, Amazon Prime, ils ne sont pas intéressés par les pays francophones pour le moment. Donc, on n'est pas leur priorité. Si tu es bilingue, tu as un avantage. Ça veut dire qu'en tant que bilingue, quand je dis bilingue, c'est anglais-français, c'est que tu es en mesure de travailler sur des projets anglophones. Le projet dont je parle, où j'étais consultante en scénario, c'est un projet nigérien. Et donc, j'ai pu travailler sur ce projet-là parce que je suis bilingue. Donc, c'est vrai qu'il faut mettre tous les... Comment on appelle ça? Tu sais, quand tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Tu peux rajouter autant de cordes à ton arc. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont producteurs, qui sont réalisateurs, qui sont directeurs photo, pour essayer de faire, parce que le métier de scénariste, tout comme le métier d'acteur, tu peux rester des mois sans travailler sur un projet. Tout comme il y a des périodes où tu es tellement occupé que tu ne sais pas où donner de la tête. Donc c'est bon d'ajouter des cordes à son arc. Ok, bon écoute,
Plaisir. Merci pour tous ces petits renseignements. J'espère que, chers auditeurs, voilà, ces éléments vous aideront peut-être à guider vos petits frères et petites sœurs, ou peut-être vous-même hein, si vous avez envie d'une reconversion. Ouais. Donc voilà, vous savez désormais ce qu'il faut faire. Bien. On va clôturer cette partie sur le sujet taillé sur mesure. Après, juste un petit mot sur une passion commune que nous partageons, la nourriture, et particulièrement le plat de Aïmolou. Ouais. Ah ouais, grand fanatique. Aïmolou, c'est ma vie. Ah ouais. Bah pareil, hein, pareil. Et je pense que tu disais tout à l'heure que tu étais une très grande fan, peut-être la plus grande fan du monde. Mais bon, là, je me saisis de cette opportunité-là, de cette auguste opportunité pour dire à tout le monde, nous sommes sur mon podcast, c'est moi qui décide, et le plus grand fan, c'est moi. Voilà, tu peux faire autant de t-shirts à l'effigie de Aïmolou, machin, quoi. C'est pas mon problème, le plus grand fan, c'est moi. Okay. Maintenant que c'est dit. Je te l'accorde. Voilà. Maintenant Parce que c'est ton podcast. Maintenant que c'est dit, maintenant que c'est dit, c'est terminé. Voilà, tout le monde est d'accord, on n'en parle plus. Voilà. Bon bah, merci beaucoup. Alors, on va terminer ici, on va s'arrêter ici pour la troisième partie et on court vers l'outro pour finir. Ça y est, c'est bientôt la fin du podcast. Pour clôturer en beauté, on passe à l'outro. Cher Madi, voilà, nous approchons la fin. C'est bientôt fini. Merci pour tout. Et, c'était un plaisir. Pour nous dire au revoir, on va essayer de te découvrir un peu plus. Essayer de voler quelques petites anecdotes. Et voilà. Donc, la première question que je vais te poser, elle est la suivante. Tu la connais déjà. J'ai peur. Et tu de ne voulais pas la réponse. Mais je pense que voilà, je vais quand même te la poser et tu seras obligé de trouver quelque chose. Quel est l'acte le plus généreux que tu as posé dans ta vie? Justement, c'est une question compliquée parce que je ne sais pas. Quand je fais quelque chose, je ne prends pas, je ne me dis pas, j'ai fait un truc et donc après, c'est ça le truc le plus généreux que j'ai fait. Je suis quelqu'un de généreux, mais je ne compte pas ce que je fais. Ok. Je pourrais peut-être retourner la question en disant que des fois, effectivement, tu peux donner sans compter. On dit souvent qu'on est riche de ce qu'on donne. Et les personnes généreuses, généralement, voilà, elles donnent sans compter parce que, voilà, quelque part, il y a un retour derrière qui vient, voilà, d'ailleurs. Mais un acte aussi peut être généreux dans le sens où tu te dépasses, tu pars, en fait, de la générosité simple, mais genre, tu prends beaucoup sur toi pour quelqu'un. C'est du genre, tu détestes Aïmolou, tu vois. Mais pour faire plaisir à quelqu'un, tu décides de manger quand même, alors que tu détestes. Ça aussi, c'est un acte généreux. Est-ce que c'est un acte généreux? Moi, je pense que oui. Parce que, voilà, c'est un acte que tu fais pour une personne, pour faire plaisir à quelqu'un. Tu vois. Et je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans une telle situation. Non, c'est sûr qu'il y a des situations où on se retrouve et... on se dit, on ne veut pas forcément le faire, mais on le fait parce que, bon, ça fait plaisir. Je vois pas. Il n'y a rien qui te vient en tête? Non, parce que c'est sûr qu'il y a des choses. Comme aller dans des veillées qu'on ne veut pas, mais on est obligé parce que les parents disent. Ça, par exemple, je trouve pas que c'est quelque chose de généreux. C'est genre, tu le fais pour les parents, mais... Je ne vois pas forcément ça comme un acte de générosité. C'est ça. C'est oui, obligation. Tu vois, moi, je vois ça plus comme une obligation qu'un acte de générosité. Oui, une obligation serait... ce serait une obligation dans le sens où tu reçois un ordre et puis tu t'exécutes même si tu n'as pas envie de le faire. Comme juste hier, mon papa voulait que j'aille chercher un mouton qu'il a envoyé depuis Lomé et qui est depuis Cara et que je le mette dans ma voiture pour l'emmener à la maison. J'ai regardé avec les poils et tout ça. Et c'était une obligation, tu vois. J'avais pas envie. C'est pas un acte généreux, c'est une obligation. Je me suis juste exécuté. Mais des fois, moi-même, je prends la décision. Par exemple, il y a un ami. Un jour, je faisais mon déménagement.
Et le monsieur, il avait, disons, 125 euros. Je faisais juste mon déménagement. Je fais mon déménagement et j'ai organisé une crémaillère chez moi, genre un petit déjeuner et tout ça. Le monsieur a 125 euros qui lui reste dans les poches. Il prend 100 euros et il me les donne pour contribuer, comment dire, à l'achat de, voilà, de tout ce qu'il fallait pour le petit déjeuner. À la base, moi, je savais pas qu'il n'avait que 125 euros. C'est une semaine plus tard. Quand je l'appelle, je dis, ah, mais tiens, viens, on va dans ce restaurant, on a l'habitude d'aller pour manger. Il me dit, ah, moi, j'ai plus que 10 euros sur moi. Je dis, mais comment ça? Genre, comment ça? Il dit, non, la semaine dernière, quand je t'ai donné, il me restait 25 euros. Donc, je me suis dit que j'ai essayé de jongler avec 15 euros la semaine pour manger. Et là, j'ai que 10 euros. Donc là, je dis, mais attends, tu es fou. Tu vois? Mais cette personne, voilà, du genre, elle est comme ça, elle a vraiment tourné vers les autres. Et puis, voilà, elle donne sans compter. Et je me dis, là, en fait, elle s'est un peu dépassée. Elle s'est mise dans une situation bizarre juste pour m'aider à faire un truc qui, à la base, n'était pas aussi utile que ça. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir de recevoir son argent. Mais voilà. Donc, en fait, c'est dans ce sens-là. Mais bon, écoute, tu m'avais déjà prévenu. J'ai insisté. Mais voilà, on va passer à la deuxième question. Okay. Est-ce que tu peux nous dire qui est la personne la plus connue que tu as dans ton carnet d'adresses? La personne la plus connue. Oh. Dans mon carnet d'adresses. Bon, la plus connue, hein, c'est relatif. La plus connue au Togo ou bien au monde? De manière générale. Hein. Ici, bon, il y a Angela Kerbo. Au Nigeria, il y a une réalisatrice nigériane qui est connue aussi. Au Sénégal, il y a une Kalistassi, qui est celle qui a écrit La maîtresse d'un homme marié. Oh, ok. Il y a des acteurs. Donc, il y a quand même, selon le pays, ouais, il y en a. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Donc au Togo, tu dirais Angela? Au Togo, oui, Angela. Elle est bien connue au Togo, ouais. Ouais, je dirais Angela au Togo, je crois. Ok, d'accord. Alors, la troisième question que j'ai pour toi, c'est un gage on te propose un léger défi pour gagner 10 millions d'euros. D'accord? On te demande d'appeler une personne et pour gagner les 10 millions d'euros, cette personne ne doit pas décrocher. Qui est-ce que tu appelles? Est-ce que je peux m'appeler? Ils n'ont pas précisé. Non, tu peux pas, tu dois appeler une personne, pas toi. Parce que je sais que je ne vais pas décrocher. Qui est cette personne? Je vais dire mon père, parce qu'il faut téléphoner toujours quelque part. Je vais dire mon père. Ok, Ouais. ok, d'accord. Même si ces temps-ci, il décroche un peu. Mais de façon générale, c'est mon père. C'est compliqué. Ouais. Ok, d'accord. Une autre question. Tu dis que tu étais un peu garçon manqué à l'époque, jeune, dans ton adolescence. Dis-nous, est-ce que tu te rappelles quel a été ton acte le plus rebelle? Le plus rebelle, j'étais une adolescente assez, genre sans complications. J'ai pas posé de problème à mes parents. Ok. Je passais beaucoup plus de temps à écrire, genre à l'intérieur, donc c'était plutôt mes parents qui me poussaient à sortir. Ok. Donc, acte rebelle. Oh. Je vais pas forcément dire rebelle, mais quand à 16 ans, j'ai eu mon proba d'emblée. Et c'était une époque où on n'avait pas beaucoup de temps, je crois. On a passé le proba en septembre. Il y avait un problème de grève et tout ça. Et donc, on a passé le proba en septembre. Je crois qu'on avait à peine 2-3 semaines avant de commencer les cours. Je crois 2 semaines avant de commencer les cours. Et donc, il y avait ce qu'on appelle Yeke à Glidji, chez moi. C'est la... Tu connais c'est la fête qu'il y a pour célébrer la prise de la pierre sacrée chez nous au sud du Togo. Donc toute la famille, quand je dis toute la famille, c'était les cousins, les oncles, les tantes, tout le monde allait à Glidji pour aller célébrer. Et moi, je ne voulais pas y aller parce que je me suis dit, je n'ai que 2 ou 1 semaine avant la reprise des cours et je voulais passer du temps avec mes amis pour célébrer mon proba. Ton probatoire. Et donc, j'y suis pas allée.
Donc, je ne considère pas ça forcément comme rebelle. Bon, parce que je ne fais pas ce genre de trucs souvent. Mes parents ont trouvé, ils ont dit, bon, ok, d'accord. Donc, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Mais bon, enfin, à l'époque. Là, maintenant, je dis non, mais je crois que c'est ça. Ouais. Bon, parce que tout le monde y était et c'était impossible de penser qu'on allait me laisser genre toute la famille quoi. Et quand je dis là, c'était la grande famille. La grande famille. Voilà. Mais toi, tu es resté en dehors. Donc à cause de toi, la famille n'était pas complète là-bas. Ah non, ils se sont quand même bien amusés. Alors, quel a été le moment le plus marquant de ta vie? Marquant positivement, négativement Le plus marquant. C'est sûr qu'il y en a eu plein. Ah ouais, c'est sûr qu'il y en a eu plein. Bon, déjà, quand Oasis est sorti, c'était très, enfin pas impressionnant, mais c'était une fierté pour moi. Parce qu'à l'époque, c'était la première série togolaise sur Canal+. Genre, passer de l'idée que j'ai eue comme ça dans l'avion et voir ça à l'écran, c'était quelque chose. Je dirais aussi ma mère. Il y a des années, je crois que c'était en 2017, elle a fait plusieurs AVC. Et ça, disons, ça a changé les choses dans notre famille, dans le sens où on n'est plus unis. Beaucoup plus soudés. Beaucoup plus soudés et on prie plus ensemble. C'était un moment, parce qu'on l'appelle un miracle, parce qu'elle a fait, je crois, 133 minutes AVC. 133. Mais aujourd'hui, elle est là. Donc, elle va bien. Oui, elle va bien. Elle va écoute. bien. Donc, on a eu cette chance-là d'aller en France. Je crois que j'ai passé 2 mois en France avec elle. Donc, ça aussi, c'était un moment très... je crois que ça, c'est un des moments les plus marquants de ma vie. En tout cas, longue vie à la madre. Amen. Longue vie au madre. Amen. Et est-ce que tu as un moment de solitude incroyable que tu veux bien partager avec nous? Un moment de solitude. Un moment gênant de fou. Et j'en ai une belle, une pépite à raconter. Raconte d'abord. Ce moment-là, je suis chez le coiffeur. Je vais me coiffer. Tu vois. Je suis assis derrière, là, tranquille, j'attends mon tour et je suis pressé. Particulièrement le jour-là, j'étais très pressé. Je ne sais plus ce que j'avais à faire ensuite, mais j'étais très pressé. Et il y a un jeune qui passe. Moi, j'ai un coiffeur. Il y a plusieurs coiffeurs, mais moi, j'ai un coiffeur précisément que j'attends. Et un jeune, il est assis chez mon coiffeur. Tu vois. Donc, il est là, il bouge, il reste pas tranquille. Tu vois, un jeune adolescent, je dirais 14-15 ans, tu vois. Il bouge, il reste pas tranquille. Il prend son téléphone, je vais appeler ma maman, machin. Je suis là, je suis patient, Généralement, je resterai patient et contrôlé, mais je sais pas pourquoi le jour-là, particulièrement, à un moment, je pète un câble et puis je lui tape l'épaule très fort. Je lui dis, hey, mais reste tranquille, on va te coiffer, tu vas bouger. Tu vois. Et aussitôt que je le fais, tout le monde, mais non, ne le touche pas, il est autiste. Je suis noir, mais j'ai rougi. Oh là 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 là. Donc en fait, genre, je comprenais parce qu'il n'arrêtait pas de bouger, il prenait son téléphone, il va appeler sa maman. Allô maman, tu viens, nanani, nanana. J'avais pas capté du tout. J'avais pas. Et son papa était juste à côté, son papa faisait partie des personnes comme ça. Non, je savais pas et tout ça. Et le papa dit non, désolé et tout ça, il est autiste. Le papa même s'excusait aussi. Je dis mais non, tu l'as pas été, c'est moi qui m'excuse en fait. Tiens, là, franchement, c'était. Ça, c'est le pire moment de solitude que j'ai vécu. Je pouvais pas tomber plus bas que ça. Ah là, j'ai gardé la tête baissée tout le temps. Hein. Même après, j'ai oublié que j'étais occupé après, que j'avais des choses à faire après. Donc voilà. Genre, est-ce que tu as vécu un moment de solitude de cette qualité-là? De cette qualité, c'est sûr que non. Là, tout de suite, je ne vois pas. C'est sûr qu'il y a des choses qui se sont passées aux États-Unis. Surtout quand tu arrives, tu ne maîtrises pas la langue, il y a des choses qui se passent.
Euh, non. Enfin, je ne sais pas si ça c'est considéré. Ma copine et moi, on est arrivés aux États-Unis et je crois le lendemain, on était chez mon grand frère. Le lendemain, on a décidé de se promener dans le quartier. Et enfin, la façon dont le quartier est, dans les maisons, il y a certaines maisons où il y avait des chiens, d'autres où il y avait pas. Donc à chaque fois qu'on voyait un chien, on traversait, on faisait des allers-retours. Et donc à un moment, on voit une voiture de police passer à toute vitesse et on se dit, oh, ils vont encore aller attraper quelqu'un. C'est nous qu'on cherchait, on ne savait pas. Ok. Et donc, ils sont finalement arrivés, ils se sont arrêtés devant nous. Ils nous ont demandé si on regardait dans les voitures. Bon, on n'a pas compris, on a dit yes. Mais la façon on a dit yes tellement rapidement, ils se sont dit, les criminels ne vont pas confesser comme ça. Et donc, ils ont commencé à parler, disons, plus lentement. Et ma copine qui me pousse devant, elle dit, à l'école, tu étais mieux en anglais, donc il faut parler. Et donc, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a une vieille dame blanche qui a appelé pour dire qu'il y a des Noirs qui regardaient dans les voitures. Et donc, j'ai essayé, dans mon anglais, de demander, mais regarder dans les voitures, pourquoi en fait? Je ne comprends pas. Il dit, à l'époque, il y avait les CD players. Tu vois, où on mettait les disques, les CD et tout ça. Donc, les gens, en fait, brisaient les pare-brises pour récupérer, pour voler les CD. Les CD. Et donc, pour eux, c'était ce qu'on faisait quand on regarde. Quand on traversait, pour eux, il y a la vieille dame qui dit, pour elle, on regardait dans les voitures pour essayer de voler. Donc, moi qui dis oui, j'ai volé, sans savoir ce que je disais, je crois que c'est... Enfin, une fois que j'ai compris, en fait, ce à quoi je disais oui, je me suis sentie tellement bête. Mais bon, je venais d'arriver. Donc, je crois que c'est à ça que je pense. Mais sinon... Mais après, ils ont compris... Non, ils ont compris, mais c'est juste qu'après ça, on est rentré dans la grande et on ne sortira plus jamais de cet appartement. Mais c'était une expérience. Bon, c'est comme ça, tu arrives, tu ne comprends pas la langue. Mais ils ont compris parce que la façon dont j'ai dit oui, aussi rapidement, ils se sont dit, quel criminel va confesser? Je suis une très mauvaise criminelle. Bonne scénariste, mais un crime, non, hein, ça va pas. Voilà, donc je crois que c'était ça. Ok. Alors, la dernière question, d'accord, que je vais te poser, elle est celle-là. Je vais juste donner un nom et puis ou faire référence à une personne et tu diras peut-être un mot pour décrire cette personne-là. Ok. Alors, ta maman. Amour. Angela Akereboro. Soulmates. Et pour terminer, Dodo Adogli. Une étoile. Une étoile du Bled qui brillera toujours et encore. Et puis voilà, c'est l'occasion de lui faire un véritable et bel hommage. Et voilà. Quelqu'un de très discret qui n'aimait pas se faire voir. Vraiment, c'est une belle étoile. Qui laissait son talent parler. Qui est pour lui. Trop tôt, mais Dieu sait ce qu'il fait. Ok, Madi, vraiment merci pour ton temps, pour avoir joué le jeu jusqu'à la fin avec beaucoup d'entrain. C'est une très belle manière pour moi de clôturer la première saison des Étoiles du Bled. Et puis voilà, je te laisse peut-être donner un mot de fin aux personnes qui nous écoutent. Merci de m'avoir reçu, c'était un honneur. Et c'est un honneur pour moi de clôturer la saison. J'espère que ceux qui vont écouter ce podcast, que vous en savez un peu plus sur mon métier, le métier de scénariste, que vous en savez un tout petit peu plus sur Madi Foltech et que vous allez nous suivre dans cette aventure qui est de vous donner du contenu de qualité. Voilà. En tout cas, chers auditeurs, je pense que vous avez compris tout au long de l'émission. Il y a des choses qui se préparent déjà à partir du 4 août et pendant, je crois, un mois, c'est ça? Oui, 3 semaines pour le premier film. D'ailleurs, le premier film, c'est, on va dire, un spin-off du policier, celui qui aime torcher les gens là. Ah oui. C'est un spin-off du policier brigadier Ibrahima. C'est le premier film, donc ne ratez pas ce film au Grand Rex à partir du 4 août.
Ok. Et à la suite, il y aura voilà, d'autres films qui vont suivre. Ouais. Donc, soyons branchés parce que c'est comme ça que nous nourrissons aussi voilà, l'œuvre culturelle, l'œuvre créative du Togo. Donc, n'hésitez pas à vous rendre au cinéma. Ça va pas coûter cher. Ça va pas coûter 4 bières. Donc voilà quoi. Allez-y. Soutenons nos vivants. Et puis, voilà, on va faire grandir comment dire, la force créative voilà, de nos talents. Donc, merci encore d'avoir été présent du début à la fin de cette saison. Je vous donne rendez-vous en octobre ou novembre pour la deuxième saison avec plus d'invités aussi intéressants que ceux de la première saison, j'espère en tout cas. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et puis, je vous dis à très bientôt, dans quelques mois. Allez, merci. Ciao, ciao.